Donc, bonsoir à tous et à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour la troisième conférence du cycle de septembre, donc chaque mercredi soir à 20 h, sur des thématiques qui me tiennent à cœur et sur lesquelles j'avais vraiment envie de vous partager mes retours d'expérience, que ce soit au travers mes lectures, les séminaires auxquels j'ai assisté, ou bien mes propres expériences suite justement à ces apprentissages. Donc pour ceux qui me connaîtraient pas encore, donc Cédric Bron, je suis ingénieur, mais diplôme en poche, comme beaucoup, je me suis posé la question, mais à quoi ça sert d'être ingénieur? Et donc j'ai fait le choix de partir me former de manière complémentaire, et pour moi la meilleure formation pour développer les compétences que je souhaitais acquérir, eh ben, c'était le voyage. Puisqu'en effet, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire, mais j'avais une idée très précise de qui je voulais devenir. Et pour devenir cette personne-là, je devais développer des compétences telles que sortir de ma zone de confort, apprendre à demander, avoir une meilleure compréhension du monde, les langues étrangères également. Et comme dirait un des mentors que j'aime beaucoup, un de mes mentors qui s'appelle Jim Rohn, qui est le mentor de quasiment tous les entrepreneurs du monde ou du moins d'Amérique, pour que les choses changent, on doit changer d'abord. Donc, c'est vraiment sur ce principe-là que je suis parti à la rencontre de dizaines, voire même de centaines de personnes sur mes 9 mois de voyage dans 14 pays pour avoir une meilleure compréhension du monde et une meilleure compréhension de moi-même. Pendant ce voyage, ça m'a permis d'assister à plus de 80, presque 100 événements sur des sujets aussi divers que l'investissement, le marketing, l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment au travers de cette synthèse-là et tous les approfondissements que j'ai pu faire de mon côté que je souhaitais vous partager ce soir. Et c'est vrai que par rapport à ce voyage-là, où quand on parle de partir 9 mois en voyage, une des premières questions qui m'a été posée, et c'est presque parfois un petit peu dommage, c'est mais avec quel argent? Comment tu as fait pour partir à 9 mois et d'où tu as sorti les sous? Donc, la première remarque que je fais toujours, c'est derrière l'argent. En tout cas, souvent il est là, mais derrière c'est une question de comment on l'utilise. Et c'est vrai que personnellement, j'ai fait le choix de l'utiliser pour un tour du monde. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait le choix pour le faire sur un double diplôme. Ça a coûté le même prix, voire le double diplôme est parfois plus cher, voire beaucoup plus cher, puisque au total, le tour du monde, de manière contre-intuitive, j'ai eu un budget de 12 000 euros, tout compris, billets d'avion, assurance, logement, absolument tout compris, j'en ai eu pour 12 000 euros. Ce qui est beaucoup d'argent, certes, mais pas beaucoup en même temps, dans le sens où, avec une bonne stratégie, c'est des choses qui peuvent être mises en place assez rapidement. Et quand on fait la comparaison en fait, de combien coûte le coût de la vie juste en France, bon, au final, la seule contrainte, c'était que je ne pouvais pas forcément travailler pendant ce temps-là, mais ça m'a moins coûté d'être à l'étranger que de rester en France avec un logement et les charges que je pouvais avoir. Et donc, par rapport à ça, on dit financer ses rêves. Et donc, la première conférence que je vous ai faite sur septembre, c'était identifier ses rêves. Et une fois qu'on les a identifiés, une fois qu'on les a challengés, c'est également de comprendre quel est le coût qui se cache derrière. Puisqu'on parle de 12, là, je parle de 9 mois de voyage et de 12 000 euros. Mais quelqu'un qui souhaiterait juste voyager et faire un voyage en Asie en fonction des conditions dans lesquelles il veut voyager, bien sûr, mais avec 2000, 2500 euros, vous pouvez déjà voyager en Asie bien 2 mois tout compris, 2, 3 mois, voire plus en fonction de vos modes de vie. J'ai rencontré une Mexicaine qui voyageait depuis 5 ans avec un budget qui devait être inférieur à mon voyage de 9 mois. Donc vraiment, c'est une notion de choix et de projet. Si derrière, vous adorez le Club Med et que vous voulez dépenser 3 000 euros sur une semaine de vacances, faites-vous plaisir. Mais derrière, ce n'est pas une question que l'argent n'est pas là, c'est souvent également une question de choix. Puisque souvent, le calcul que je faisais, c'est moi personnellement, j'adorais épargner pour mes anniversaires et mes Noëls de manière à mettre de l'argent de côté. Ça, c'était une des premières caractéristiques qui me correspondait. Je n'ai pas eu de téléphone ou tous les téléphones que j'ai achetés dans ma vie m'ont coûté peut-être 200, allez, 300 euros maximum. Je ne fume pas, je ne bois pas. C'est tous ces éléments-là où au final, c'est des économies que j'ai faites et c'est un choix. C'est aucunement un reproche à ceux qui le font. C'est juste personnellement, j'ai fait ce choix-là. Et c'est vrai que quand on fait le calcul de toutes les dépenses, que ce soit lié à la boisson, que ce soit lié parfois aux cigarettes ou autres, il y a un coût vraiment énorme. Et on rajoute le téléphone, parfois on peut rajouter la voiture. J'ai fait le choix de rouler dans une vieille voiture qui
coûte pas grand-chose, du moins à l'achat. C'est tous ces éléments-là qui font que j'ai pu financer mon voyage, entre autres. Et c'est vrai que c'est assez contre-intuitif parce que on dit, mais c'est quoi le secret pour gagner de l'argent, pour avoir de plus en plus d'argent? Et il y a un énorme secret qui est extrêmement bateau et vous allez être extrêmement déçus, mais c'est tout simplement de dépenser moins que ce que vous gagnez. Vous allez me dire, mais c'est évident. Et pourtant, pour avoir eu la chance d'échanger avec beaucoup de monde et mon frère également qui a pu échanger, c'est des éléments qui peuvent arriver. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui frappe à la porte, je reviens de suite. Excusez-moi, me revoilà. J'avais tout simplement oublié les clés sur la porte et les voisins m'ont gentiment dit de récupérer mes clés. Donc, oui, je disais ce fameux secret de dépenser moins que ce que l'on gagne. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de le faire et pour avoir échangé avec beaucoup de personnes et également avoir échangé au travers le métier de mon frère qui a rencontré et accompagné beaucoup de personnes sur l'investissement, peu importe combien on gagne, en fait, on le dépense. Donc, le secret, c'est vraiment d'abord de venir identifier ses pôles de dépenses et comment s'améliorer, ou plutôt comment dépenser son argent de manière intelligente. Puisque ça me rend fou de penser qu'on passe 40 heures par semaine à travailler, parfois plus, pour même pas prendre 10 minutes à réfléchir, à prendre un petit peu de recul à comment on dépense son argent. Bien sûr, on se dit, est-ce que j'ai les moyens pour ci ou ça, mais on ne prend pas le recul par rapport à ça. Et souvent, quand on fait l'analyse, les petites dépenses du quotidien qui disent 2 euros par-ci, 5 euros par-là, sont vraiment celles qui peuvent faire la différence sur le long terme, une fois que vous êtes clair sur quels sont les projets que vous voulez financer. Pendant mon voyage, j'ai fait le choix de ne pas forcément faire du tourisme, puisque ma priorité, c'était l'apprentissage et assister à des événements. Oui, j'ai parfois dépensé 20, 30, 50 dollars dans un événement sur un soir, mais j'ai renoncé parfois à des sorties qui coûtaient 5, 10 dollars. Mais pourquoi? Tout simplement, quand on fait le calcul, 5 dollars, c'est peut-être rien au quotidien, mais sur un voyage de 280 jours, ça fait 1400 dollars de différence. Et donc, c'est dans cette logique-là aussi que apprendre comment dépenser son argent et surtout dépenser son argent pour être sûr que c'est des éléments qui font la différence. Faire un super resto, passer un super moment, oui, il faut dépenser de l'argent, il faut se faire plaisir. Derrière, on dépense souvent de l'argent sans même s'en rendre compte. Et ça, c'est une première prise de conscience qu'il faut avoir, ou du moins que j'ai pris pendant mon voyage. Le deuxième aspect, c'est déjà les croyances financières. Et c'est vrai que ça m'a toujours bluffé, surtout en France, où on a peut-être un historique catholique où l'argent, c'est mal. Donc déjà, le simple fait d'avoir de l'argent, c'est tabou. Et à identifier des comportements et à étudier certains comportements, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes, c'est des vrais passoires. À chaque fois qu'ils ont de l'argent, ils ont besoin de s'en débarrasser. Mais c'est vraiment un besoin où peu importe comment ils vont faire, ils vont réussir à utiliser son argent. Et c'est vrai que c'est parfois surprenant, mais ça vient vraiment du fait que l'argent est mal vu, qu'il y a des gros préjugés sur ceux qui ont de l'argent, et donc automatiquement, si vous avez des préjugés du type les riches, c'est des personnes, je ne sais pas moi, aigres, égoïstes, etc., vous n'allez pas pouvoir le devenir puisque consciemment et inconsciemment, vous ne voulez pas devenir quelqu'un que vous jugerez comme négative. Donc, il y a vraiment un énorme travail sur les croyances et également un énorme travail sur comment vous vous positionnez sur votre argent. J'adore beaucoup la citation qui dit mais au final, je m'intéresserai à l'investissement quand j'aurai de l'argent. Sauf que c'est comme quelqu'un qui serait en surpoids qui dirait je m'intéresserai à faire un régime quand j'aurai maigri. C'est vraiment une logique totalement inverse où il faut commencer peut-être petit, mais prendre les bonnes habitudes. De manière à que quand l'argent arrive en plus grosse quantité, quand vous avez des opportunités, vous avez déjà les bonnes habitudes. Ce n'est pas une fois que vous avez pris une habitude de dépenser la totalité de votre salaire qu'il est facile de revenir en arrière. Et c'est possible de le faire, hein, puisqu'on connaît tous des personnes qui arrivent à vivre avec des revenus qui sont inférieurs aux nôtres. Ils y arrivent, donc c'est possible. La question, c'est comment. Et c'est là où il faut creuser sur
un équilibre entre se faire plaisir, mais également être sûr qu'on garde de l'argent disponible pour ses projets. C'est un livre qui s'appelle Le secret de l'esprit millionnaire de Harv Eker, qui en parle particulièrement bien. Et c'est vrai que je ne peux que le conseiller puisque ça m'avait vraiment bluffé. Et dans cette logique-là, c'est comment on utilise son argent, j'ai envie de dire, sur un cercle vertueux, sur un esprit positif pour aller de l'avant. Et lui recommande, en tout cas sur son modèle, d'utiliser que 50% pour ses besoins du quotidien, pour ses charges fixes, que ce soit appartement, nourriture, téléphone, déplacement, réduire à 50%. Peut-être que beaucoup d'entre vous me diraient, mais c'est impossible. Derrière, la question, c'est de comprendre quelles sont ces dépenses de manière à pouvoir les réduire, de manière à laisser une amplitude de 5 autres pots, 5 autres bocals qui permet de venir servir vos projets. Et dans celle-ci, on va retrouver l'investissement long terme, quelque chose que vous ne toucherez jamais, qui a pour but de vous créer du patrimoine, voire de pouvoir transmettre ce patrimoine. Le but, c'est de ne pas l'utiliser et à terme de l'investir ou de l'investir le plus vite possible en fonction de vos choix. On va retrouver l'épargne qu'on appelle l'épargne de précaution, donc 10% de plus qui sont là pour être surtout pas dépensés, mais en cas de problème, vous avez toujours cet argent-là. Ça vous mettra beaucoup plus confiant et beaucoup plus indépendant d'un point de vue financier. Et pour finir, il y a les 3 dernières jarres qui sont l'éducation, investir au moins 10% pour vous, parce que peu importe les investissements que vous ferez, l'investissement sur vous-même est le plus important. Quand je dis le plus important, c'est beaucoup d'entrepreneurs très connus tels que Warren Buffett dit que le meilleur investissement, c'est sur son éducation parce que c'est cette éducation-là, cette éducation financière, cette éducation, j'ai envie de dire, dans tous ces domaines de vie qui lui a permis de développer ses compétences pour investir correctement tout l'argent qu'il avait mis à côté dans des entreprises. Malgré tout, le risque à ce jeu-là, c'est de finir frustré et donc de se dire « Ah, mais j'arrive pas à avoir la vie que je veux et ce n'est pas forcément la solution ». C'est pour ça qu'il recommande d'avoir toujours 10% qui part sur du jeu, sur du plaisir, du bon restaurant, un bon massage, ce qui vous fait plaisir pour avoir vraiment un aperçu de la vie que vous pouvez avoir avec une meilleure vie, une fois que vous aurez réussi à avoir une meilleure vie financière et structurer une vie financière plus équilibrée. Et la dernière, c'est donner. Lui recommande 10%. Au final, avec les crédits d'impôt qui peuvent exister, ça peut devenir moins important, mais le but, c'est de pouvoir rendre à la communauté. Les Américains sont fanatiques des dons, soit à leur église, soit aux fondations. Mais ce qui est assez intéressant par ce système de pourcentage, et j'ai envie de dire, peu importe le montant, c'est de prendre les bonnes habitudes. Puisque trop souvent, on se dit, non, mais je le ferai quand j'aurai de l'argent. Mais ça ne marche pas comme ça. Puisque le jour où vous avez une augmentation, vous avez une dépense supplémentaire et vous revenez exactement dans le même cercle que vous étiez avant. Mais si demain, vous n'êtes pas capable de faire 50, 10, 10, 10, essayez peut-être de faire juste 95 et 5, 5 et 1% de chaque côté. Mais prenez cette habitude-là, puisque c'est ce qui permettra de savoir que vous êtes dans la bonne direction et c'est ce qui permettra de prendre les bonnes habitudes. Et trop souvent, on fait des choses à l'envers. Et pourquoi c'est intéressant de mettre des pourcentages et pas mettre un montant? C'est parce que c'est vertueux. Ça veut dire que si vous gagnez plus, vous épargnez plus, vous investissez plus, vous vous éduquez plus, vous jouez plus et vous rendez plus. Donc, au final, à l'opposé de dire l'argent c'est mal, plus vous en avez, plus vous donnez. Donc, vous êtes sur un cercle vertueux. Mais dans tout ça, l'important, si vous voulez réussir à faire ça et vous voulez réussir à épargner, c'est de vous payer en premier. Parce que je vois trop souvent des personnes qui disent « Oui, mais je placerai ce qui reste à la fin du mois. » Et je vais vous avouer quelque chose, il ne reste jamais rien à la fin du mois. C'est humain. La moyenne fait qu'on dépense tout. Alors que, bizarrement, si on a une dépense exceptionnelle, on n'est pas forcément plus négatif à la fin du mois. On s'adapte. Donc, avant même de payer vos impôts, avant même de payer votre loyer, avant même de payer votre téléphone, avant même de payer quoi que ce soit, payez-vous, vous. L'argent que vous voulez investir, que ce soit sur vous, que ce soit sur le long terme, que ce soit l'épargne de précaution, ça doit être le premier virement qui sort quand vous recevez votre salaire. Les Américains font même un système où l'argent n'arrive jamais sur leur compte. Il est directement envoyé sur ces comptes spécifiques. Ce qui fait que tant qu'on ne voit pas cet argent-là, il ne nous manque pas, puisqu'on ne sait pas forcément qu'il existe. Et toute la stratégie, et justement je la recommande particulièrement pour les étudiants, c'est
Tant que vous n'avez pas pris l'habitude de dépenser la totalité, c'est extrêmement simple, puisque vous allez vivre selon vos moyens. Voilà pour l'anecdote qui, en tout cas, me tenait à cœur et sur laquelle j'étais assez long. Mais en résumé, derrière, il y a toute cette notion d'actif et passif. Et c'est vrai qu'on vit dans une société de consommation, on aime bien que ça se voit. Il suffit de voir à quel point Gucci ou Louis Vuitton font un carton partout dans le monde. Mais trop souvent, et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais trop souvent, c'est la partie, j'ai envie de dire, aérienne des finances et ils ne prévoient pas la suite. C'est-à-dire, ils ne prévoient pas du tout leur épargne de sécurité, ils ne prévoient pas du tout en cas de coup dur. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis juste qu'il faudrait peut-être équilibrer. Les deux lapins là sont assez à l'opposé, mais pourquoi pas rééquilibrer un petit peu les choses, de manière à être sûr que vous avez les réserves nécessaires pour gagner en tranquillité, en paix d'esprit et venir financer vos projets. Pourquoi c'est important d'être plutôt le lapin de gauche que d'être le lapin de droite? Parce qu'au final, on a 4 bombes dans nos tiroirs qu'on a souvent tendance à oublier, surtout quand on est jeune, pourtant qui sont bien présentes. La première bombe, c'est la mauvaise gestion financière, puisque typiquement, le livret A est le placement préféré des Français, pourtant, c'est aussi le plus risqué. Vous allez me dire risqué, mais pourquoi? C'est juste, il est risqué dans le sens que le livret A a un taux d'intérêt qui est inférieur au taux d'inflation. Donc, si vous laissez votre argent sur le long terme sur le livret A, vous n'en gagnez pas, voire vous en perdez. Mais également que les Français n'ont jamais payé autant d'impôts. Encore une fois, c'est bien de payer des impôts. Je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas en payer, puisque c'est grâce à ça qu'on a tous les avantages qu'on connaît en France et pour avoir eu la chance de voyager, on peut vraiment en être reconnaissant. Mais derrière, avoir une compréhension de tout ça peut permettre parfois de les optimiser et de moins dans cette notion d'optimisation, de choisir sur quoi vous voulez que votre impôt aille en fonction de vos investissements également. La deuxième bombe que l'on oublie souvent, c'est la transmission et la succession non préparée. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais en moyenne, sur une transmission, vous allez avoir 20% que l'État récupère. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur un héritage d'1 million, l'État prend 200 000. Vous allez me dire, c'est peut-être normal, et oui, c'est normal, mais je sais que j'ai des proches qui ont été touchés, enfin des proches, des relations en tout cas, où ils avaient une maison familiale qui avait pris de la valeur puisque c'était en proximité de Paris, qui, au moment de la succession, a été transmise. Et malheureusement, comme il n'y avait que, j'ai envie de dire, le capital immobilier, pas du tout de capital en cash, eh ben, ils n'ont pas pu payer l'État pour la transmission. Ils ont dû vendre la maison qui était une maison familiale de génération en génération. Donc, c'est des choses qui se préparent et c'est pour ça qu'on parle d'intelligence financière ce soir. La troisième bombe qu'on oublie également parfois, c'est la dépendance. La maison de retraite, ça coûte 1 800 à 2 500 euros par mois. Et vraiment, c'est minimum. Là, on est en pleine campagne entre la Creuse et la Charente. Et la dernière bombe qu'il faut préparer également, et c'est pour ça que ce soir, c'est vraiment une introduction, on ne rentrera pas forcément dans le détail, c'est la fameuse règle des 3,40. Puisque actuellement, pour les jeunes que nous sommes, et en moyenne, j'ai vu que nous étions à peu près tous dans la même tranche d'âge, on va travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans de notre vie pour obtenir au mieux, et je dis bien au mieux, 40% de nos derniers salaires à la retraite. Et donc, tous ces éléments-là, c'est des dangers financiers s'ils ne sont pas préparés, s'ils ne sont pas compris. Et c'est pour ça que d'être intentionnel et mettre dès aujourd'hui les bonnes habitudes, comme conseille Harvey Kerr, sont vraiment essentielles. En parallèle de ça, et là on a l'avantage d'être jeune, donc c'est vraiment ça qu'il faut utiliser, c'est la fameuse mécanique des intérêts composés. Einstein aurait dit que c'était la 8e merveille du monde, j'étais pas là pour l'entendre, mais en tout cas c'est assez impressionnant quand on voit la puissance qui peut s'y cacher derrière. Moi j'adore l'exemple d'un point de vue motivation, d'un point de vue implication personnelle, du 1%. Si vous donnez 1% de plus chaque jour pour être plus à fond sur vos projets, pour être plus à fond sur tout ce que vous faites, à la fin de l'année, vous arrivez presque à un multiplicateur de x38. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous placiez 1 euro et 1 centime et que vous aviez 1% tous les jours, à la fin de l'année, vous seriez à 38 euros. Bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça, mais c'est pour en comprendre la logique et j'aime bien faire l'aparté par rapport à la manière de vivre chaque jour pleinement et à
peut-être pas à 200%, mais au moins à 101, 102%. Et voilà un petit peu les anecdotes. On pourra en reparler sur le temps de questions-réponses, mais en tout cas, c'était un petit élément sur lequel j'ai choisi de vous repartager. Et pour conclure avec quelques éléments, je voulais juste rebalayer très rapidement les 3 bonnes pratiques d'investissement, peu importe l'investissement, de manière à avoir les bonnes habitudes. La première bonne pratique du placement, sur le graphique, vous pouvez voir qu'il y a toutes les catégories de placement, actions, obligations, monétaires et or. Et c'est la fluctuation, soit sur 1 an, sur 5 ans, sur 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. On ne voit pas très bien, mais donc l'enseignement qu'il y a derrière ça, c'est que au final, peu importe le placement, la durée de détention diminue le risque intrinsèque. C'est-à-dire que peu importe là où vous mettez votre argent, il est super important que vous n'en ayez pas besoin sur du court terme si vous voulez vraiment être sûr d'attraper de la rentabilité, puisque le risque est diminué par le temps. La seconde bonne pratique que l'on peut retrouver, ça va être toute la notion de diversification, où j'aime bien l'exemple où s'il y a une obligation ou une action, vous en achetez une seule, typiquement vous achetez une action Tesla qui est à la mode en ce moment, et que pour une annonce d'Elon Musk ou je ne sais quoi, elle diminue de 50%, vous êtes en exposition maximale au risque. Alors que si vous développez un portefeuille d'actions, d'obligations, mais ça peut être la même chose avec de l'immobilier, ça peut être la même chose avec de l'investissement start-up, vous allez mutualiser le risque dans un portefeuille. C'est le cas de ce que font la plupart des fonds. Aucun fonds n'investit que sur une seule valeur. Ils investissent sur plusieurs valeurs et la plupart du temps, il est recommandé d'investir sur plusieurs fonds de manière à diversifier. C'est la deuxième règle qui est applicable à également tout type d'investissement. Et la troisième bonne pratique, en tout cas, que je souhaitais vous partager, c'est compliqué d'être en interaction sur Zoom, donc je vais donner la réponse tout de suite, c'est si vous aviez une boule de cristal, est-ce que vous voudriez investir sur le fond bleu ou le fond orange? Eh bien, si vous mettiez le même montant, si vous mettiez tout votre investissement au mois de janvier, bien sûr, il faudrait faire le fond bleu. Par contre, si on prend les bonnes habitudes recommandées par Harv Eker ou par beaucoup d'autres, de mettre tous les mois de l'argent sur cet investissement, on se rend compte que grâce j'ai envie de dire, à cette accélération de fin d'année, la courbe orange est beaucoup plus rentable. Et donc, ce n'est pas seulement les montants investis, mais la manière de l'investir. Et encore une fois, c'est un exemple de tout ce que l'on peut proposer d'un point de vue intelligence financière. En tout cas, ça s'appelle, ça s'appelle tout ce qui est le versement programmé de manière à maîtriser la fluctuation du marché. Ça lisse le risque du point d'entrée en fait pour maximiser les possibilités de rebond et de rentabilité en cas de rebond. L'exemple est très simple, c'est que si vous achetez une part Amazon au mois de janvier et qu'elle vaut 100 et qu'au mois de février, elle ne vaut plus que 50, si vous réinvestissez 100 € à nouveau, puisque vous mettez la même chose tous les mois, vous allez pouvoir acheter 2 actions. Et si au mois de mars, elle remonte à 100 €, vous mettez 100 € comme tous les mois et vous allez acheter une action. Ce qui fait que au lieu d'avoir 3 actions avec 300 €, vous allez avoir 4 actions. Mais vous allez me dire, dans l'autre sens, ça inverse le processus. Oui, d'un autre côté, si l'action montait à 150 €, la différence ferait qu'avec 100 €, vous achetez plus de la moitié d'une action. Donc, vous diminuez le risque en conséquence. En tout cas, ces quelques éléments que je souhaitais vous partager. Les prochaines conférences auront lieu le 30 septembre. C'est plan d'action, habitudes et disciplines. Et suite à un petit couac, puisque j'étais coincé à Lille, la conférence qui était planifiée en septembre sera le 7 octobre sur compétences relationnelles et comment mieux me communiquer. Et avec mon frère qui est plus spécialiste de la dimension immobilière, si vous souhaitez, nous organiserons une conférence le 4 novembre. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence et je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. Et voici à nouveau mes coordonnées pour ceux qui ne les auraient pas encore. Et je vais couper l'enregistrement pour être sur ce temps de questions-réponses. Et je vous remercie à tous pour votre attention.